bras levé. Les gens... Allez-y, madame, allez-y, excusez-moi. Bonsoir, messieurs. Est-ce que vous pensez que Strasbourg est encore la ville des Strasbourgeois, ou est-ce que c'est une ville-musée, une ville pour touristes, ou une ville parlementaire, en sachant que tous les Strasbourgeois ont énormément de mal à se garer, par exemple, que tout le monde ne peut pas mettre 1 400 € pour se garer à proximité de chez soi, ni même parfois 480 € par an pour aller se garer loin de chez soi, se lever encore plus tôt parce qu'on travaille à l'extérieur, de marcher une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour. Et parfois, ces gens n'ont même pas l'argent pour se payer des vacances, donc ils ne vont pas mettre 480 €. Et s'ils vont gagner leur vie à l'extérieur, c'est pas non plus pour la perdre en finançant des parkings qui sont impraticables. Enfin, soyons raisonnables, quoi. C'est l'objet... J'évoque beaucoup cette question dans le chapitre sur les mobilités. Parce que c'est l'une des questions clés dans le débat que j'ai avec Roland Ries en particulier. C'est bien ces mobilités. C'est-à-dire que l'exemple pour aller très très vite, le plus abouti pour moi de villes faites pour les gens, se trouve plutôt en Suisse ou plutôt en Allemagne, avec des parkings de proximité, y compris dans le centre-ville, qui permettent de ne pas laisser les voitures en surface et de pouvoir malgré tout disposer d'un véhicule. Alors vous savez comment ça marche. À quel prix? À quel prix? Non, mais y compris à des prix très raisonnables. Si vous allez dans des villes comme Fribourg, vous constatez que la cité Jardin, je veux dire, la voiture à côté de la cité, ça doit se situer à 1 € ou 1,50 € par jour pour le concitoyen. Par contre, la deuxième voiture devient plus onéreuse et est éloignée, et la troisième alors est complètement éloignée et coûte très cher. Et donc, il y a là une politique volontariste qui consiste à dire une voiture paraît nécessaire, pour le reste, ça relève peut-être, je vais utiliser ce terme propre, plus du luxe, la troisième encore plus, et par conséquent on la pénalise. Le travail sur les mobilités en Suisse, en Allemagne, est tout à fait remarquable. Je suis persuadé que si nous ne mitons pas notre territoire urbain de parking de proximité, nous allons avoir une difficulté à maintenir les familles dans la ville, qui choisiront alors la première ou la deuxième couronne, avec un effet pendulaire tout à fait important, qui est le retour par la 35, puisque le bassin d'emploi se situe massivement dans l'agglomération de Strasbourg. Et donc, je le dis d'une manière provocatrice, la ville sans voiture, ça n'existe pas, sinon elle meurt. Et par conséquent, il nous faut repenser en tout cas ces aspects-là. Et ça n'est pas effectivement exclusivement en mettant des parkings complètement en périphérie de la ville qu'on résoudra les questions. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, je voyais le directeur de l'orchestre philharmonique tout à l'heure, on va comprendre la difficulté, par exemple pour l'orchestre philharmonique, dont le PMC est en travaux, où la population est relativement âgée, et où l'effort demandé consiste soit à mettre la voiture à 300 mètres, soit à prendre le tramway. Or, quand on a 70 ans, 75 ans, 80 ans, je veux dire qu'il est peu probable, en tout cas, qu'on ait cette envie, soit par peur de la nuit et parce qu'on est plus fragile, soit parce que tout cela est générateur de difficultés. Et donc, on est sur des marges à corriger. C'est l'objet de travaux qui sont tout à fait remarquables de l'École polytechnique de Lausanne. Vous savez certainement qu'il existe la chaire des mobilités qui fait un boulot tout à fait remarquable. Il ne s'agit pas d'accueillir plus de voitures dans la ville, je ne crois pas qu'on puisse se permettre ce luxe-là, mais de les accueillir autrement, avec une réflexion sur l'usage des choses. Et sur l'urbanisme, ça rejoint votre question, c'est de dire, grosso modo, pour aller très très vite, les urbanistes, pendant très longtemps, ont tracé la ville à coups de grands traits et de grands tuyaux. On fait une route, on fait les réseaux, on fait les maisons, on fait les immeubles, et puis on met les gens dedans, et puis ensuite, je veux dire, on accompagne le mouvement créateur d'espace. La nouvelle logique qui est aujourd'hui mise en œuvre, et pour ceux qui en ont la chance et l'occasion, je vous invite à aller voir l'IBA de Hambourg, on commence à traiter des quartiers quand on traite des usages des gens. C'est-à-dire, comment vont-ils vivre, que vont-ils faire, où leurs enfants vont-ils aller à l'école, où vont-ils aller pour leurs loisirs, comment vont-ils faire leurs courses et où. Et on arrive à façonner à partir de là une ville, je dirais, qui est foncièrement une ville à vivre. Et l'expérimentation qui a été faite
à Hambourg est une expérimentation tout à fait remarquable, qui est aujourd'hui observée dans le monde entier, qui permet en même temps de prendre en compte les aspects environnementaux, sans que ces aspects soient exclusifs de classe sociale. Je veux dire, ce qui est également important, parce que les plus beaux exemples d'écoquartiers aujourd'hui en Europe, Malmö et Copenhague, sont réservés à des gens extrêmement aisés, qui d'ailleurs se passent de voiture, puisque ils ont tous les moyens de se faire amener, accompagner, etc. Et que le prix d'accès au logement est absolument inabordable à 90 ou 95% de la population. Donc on est sur ces franges-là dans la construction de la ville, à la condition de prendre en compte les usages qui vont être ceux des gens pour vivre cette ville. Et moi, dans le quartier où je suis, en particulier Centre-Nord, qui est le quartier peut-être le plus pénalisé en ce qui concerne les problèmes de stationnement, c'est tout le secteur qui va du Wacken jusqu'à la place Kléber, où les problèmes de stationnement sont extrêmement prégnants. Je veux dire, un certain nombre de familles se déplacent. Si on rajoute à ça le bruit, et je vais terminer ma démonstration là-dessus, on arrive au secteur Saint-Étienne. Si on regarde le quartier Saint-Étienne, les familles ont déserté, il n'y a plus d'intergénérationnel, et la seule confrontation est une confrontation jeune-police. Et que la réussite d'une ville, c'est l'intergénérationnel. Je veux dire que vous n'avez pas de troubles sociaux lorsque vous avez des mamans avec les poussettes, les grands-pères qui promènent les petits-enfants, le jeune couple qui habite là, bref, le kaléidoscope de ce qu'est l'intergénérationnel, et qui permet en tant que tel une paisibilité dans la ville. Regardez le fonctionnement, pour des raisons historiques et culturelles, le fonctionnement de villes espagnoles, de villes italiennes, je veux dire, qui ont, de ce point de vue, en tout cas, connu des réussites tout à fait fantastiques. Il est 8h moins le quart, j'ai promis de rendre Robert Herrmann à sa table de dédicace, parce qu'il y a encore des demandes.